Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série sur la varicose pelvienne. Hello everyone. It's a pleasure to meet you for this second episode of our series on pelvic varicose. Le docteur Philippe Lemal va explorer l'anatomie veineuse pelvienne et vous faire une première approche des points de fuite d'origine pelvienne. Dr. Philippe Lemal will explore the pelvic venous anatomy and make a first approach to the leak points from pelvic origin. On se retrouve d'ici 35 minutes. Le docteur Philippe Lemal et le professeur Ismail El-Alami répondront en direct aux questions que vous aurez posées dans Q&A. À tout à l'heure. We'll meet back in 35 minutes. Dr. Philippe Lemal and Professor Ismail El-Alami will answer to questions you have asked in Q&A. See you later. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de cette formation sur la varicose pelvienne. L'anatomie veineuse pelvienne est le préalable indispensable pour la compréhension de la manifestation de cette pathologie, de son exploration écho-Doppler et in fine de sa prise en charge. Alors rassurez-vous, on ne va pas traiter cette anatomie sous forme descriptive, mais sous forme fonctionnelle. Alors nous allons commencer par le début, à savoir comment se draine le pelvis sur le plan veineux. Eh bien ce drainage veineux pelvien, il est assuré par les veines gonadiques, les deux veines iliaques internes et le plexus rectal. Et donc nous allons voir ces trois éléments les uns après les autres. Les veines iliaques externes peuvent intervenir de façon marginale. Donc nous allons d'abord commencer par les veines gonadiques. Le processus de développement des veines pour un organe est toujours le même, à savoir qu'il y a au début des vénules qui vont se concentrer, se regrouper pour former des plexus, et ces plexus eux-mêmes vont former la veine de drainage de l'organe en question. Donc pour les veines gonadiques, il va y avoir au début des vénules gonadiques qui vont se regrouper pour former un plexus veineux gonadique qu'on appelle plexus pampiniforme. Et ce plexus veineux va drainer les ovaires et, notion très importante, il va falloir s'en souvenir par la suite, la partie supérieure de l'utérus. Ces plexus vont se prolonger pour former la veine gonadique, dont la terminaison, dans la grande majorité des cas, se situe à gauche dans la veine rénale et à droite dans la veine cave inférieure. Pour mémoire, il faut savoir que ces veines gonadiques peuvent être multiples, doubles, voire triples, en sachant que ces notions échappent le plus souvent à l'exploration ultrasonore. Donc, pour fixer les idées, puis vous allez voir que dans ce topo, j'abuse un petit peu des organigrammes. Au début, vous avez des vénules ovariques qui vont donc former le plexus pampiniforme, qui lui-même va former une veine gonadique. À gauche, cette veine gonadique va se drainer dans la veine rénale gauche, qui elle-même va se drainer dans la veine cave inférieure, alors que la veine gonadique droite se draine directement dans la veine cave. Et, notion importante donc, c'est que le plexus supérieur utérin va également se drainer dans le plexus pampiniforme, et accessoirement la veine du ligament rond de l'utérus. Un petit rappel sur le drainage de la veine rénale gauche dans la veine cave inférieure. Le plus souvent, de loin, dans 80% des cas environ, la veine rénale passe entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure. Tout simplement parce qu'à l'origine, embryologiquement, il y a deux anastomoses suscardinales, une antérieure et une postérieure, et l'évolution normale sur le plan embryologique, c'est qu'il y a une persistance de l'anastomose antérieure, alors qu'il y a une agénésie de l'anastomose postérieure. Mais comme parfois en embryologie, tout ne se passe pas comme prévu, et parfois c'est l'anastomose antérieure qui évolue, alors que c'est l'anastomose postérieure qui persiste. Ce qui fait que la veine rénale gauche, pour rejoindre la veine cave inférieure, va passer derrière l'aorte. On parle alors de veine rénale gauche rétro-aortique. Alors ce cas n'est pas si fréquent que ça, entre 2 et 4% selon les séries.
On parle de nutcracker postérieur et ce nutcracker est parfois symptomatique et il représentait dans une série phlébologique de 1000 cas grainaires environ 3 à 4% des varicoses pelviennes symptomatiques. Et parfois, ce sont les deux anastomoses qui vont persister, auquel cas la veine rénale gauche va rejoindre la veine cave en passant à la fois devant et derrière l'aorte. Et donc, on parle à ce moment-là de veine rénale gauche circumaortique. Donc, ce n'est pas un cas très fréquent. Et il est surtout très piégeant en termes ultrasonores parce que dans la veine rétro-aortique, lorsqu'on cherche le drainage de la veine rénale, on ne trouve rien dans l'espace aorto-mésentérique, donc on va chercher une composante postérieure. Dans la veine circumaortique, à partir du moment où on trouve une composante antérieure, on ne pense pas toujours aller chercher derrière une composante postérieure. Donc des fois, par défaut, on peut passer à côté de ces veines rénales gauches circumaortiques. Ces veines rénales ont des afférences communes que je ne détaillerai pas ici puisqu'elles interviennent peu dans la varicose pelvienne. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est de considérer la veine rénale gauche comme un carrefour anatomique, à savoir qu'elle a des afférences spécifiques, les veines surrénaliennes, et surtout les veines lombales ascendantes et postérieures qui vont former donc l'arc réno-azygo-lombal et la veine gonadique gauche. Donc pourquoi ces deux dernières afférences sont importantes? Puisque lorsqu'il y a une compression de la veine rénale, en particulier au niveau de l'espace aorto-mésentérique, ces deux circuits veineux vont être des voies de suppléance possibles. Donc sur un schéma, ça donne quoi? On retrouve ici donc les veines lombales ascendantes qui vont rejoindre la racine de l'hémiazygo, c'est pour former donc l'arc réno-azygo-lombaire. Vous avez les veines surrénaliennes qui vont rejoindre ce cercle périrénal qui, vous allez voir, qui est important parce qu'il est fragile. Et puis donc la veine gonadique gauche. Donc imaginons qu'il y ait une compression de la veine rénale gauche au niveau de l'espace aorto-mésentérique. Le drainage physiologique de la veine rénale gauche vers la veine cave inférieure ne sera plus possible. Et pourtant, il faut bien que le rein se draine, et donc il va se drainer par la veine gonadique gauche qui va se dilater et devenir refluente. Mais elle devient refluente parce que c'est une voie de suppléance. Alors pourquoi le rein se draine préférentiellement dans la veine gonadique gauche? Pour deux raisons. D'une part parce que la veine gonadique gauche est compliante, donc elle se dilate facilement. Et d'autre part parce qu'il y a un gradient de pression négatif entre le rein et le pelvis, à savoir il y a entre 6 et 8 mm de mercure en moins dans le pelvis par rapport au rein. Donc pour le rein, c'est facile de prendre la veine ovarique gauche comme voie de suppléance. Maintenant, anticipons un petit peu sur le traitement. Si jamais on n'a pas pris en compte cette compression et que si on embolise la veine rénale gauche, on va tout simplement supprimer la principale voie de drainage veineux du rein gauche. D'autres voies de suppléance vont donc se mettre en place, en particulier par l'intermédiaire des veines surrénaliennes qui va rejoindre le cercle exorénal et donc il va générer un hyperdébit dans ce réseau. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce réseau est fragile et un hyperdébit va pouvoir entraîner des hémorragies et bien sûr une souffrance tissulaire rénale. L'exemple précédent nous montre comment la connaissance de l'anatomie veineuse pelvienne est indispensable pour la bonne compréhension de la varicose pelvienne dans sa globalité. Donc après les veines gonadiques, nous allons voir les veines iliaques internes. Sur le plan anatomique, elles sont courtes, elles ont une terminaison qui est variable. Tout ça n'est pas très important dans l'exploration de la varicose pelvienne. Par contre, ce qui est primordial, c'est les afférences des veines iliaques internes. Et donc, on distingue deux types d'afférences, les afférences pariétales et les afférences viscérales, que nous allons voir tout de suite. Et nous allons commencer par les afférences pariétales. Donc, ces afférences pariétales, elles peuvent être pelviennes ou extrapelviennes. Donc, pelviennes, ce sont les iliolombales et les sacrales latérales supérieures et inférieures.
Ce ne sont pas les plus importantes. Par contre, celles qui sont les plus importantes pour le médecin vasculaire, ce sont les afférences pariétales extrapelviennes, puisque c'est elles qui vont éventuellement transférer le reflux de l'étage pelvien vers les membres inférieurs. Donc celles-ci, il va falloir les apprendre par cœur. Il y a les deux glutéales, supérieure, inférieure, la veine obturatrice et la veine pudendale médiale. C'est maintenant les afférences viscérales. Elles drainent bien sûr par définition les organes intrapelviens. Elles sont issues de 5 plexus, donc le plexus vésical, périurétral, rectal, vaginal, utérin. De ces 5 plexus va naître les veines viscérales, à savoir la veine vésicale, rectale, vaginale et utérine. Le plexus périurétral, lui, va se drainer dans la veine pudendale médiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère parfois la veine pudendale que j'ai mise dans les afférences pariétales extrapelviennes comme une veine mixte, puisqu'elle a une origine viscérale, mais toutes les autres afférences sont pariétales. Donc on la considère et on la classe habituellement dans les veines pariétales extrapelviennes. Donc je vous avais prévenu, j'aime bien les organigrammes, et il permet de bien visualiser donc ces afférences pariétales, viscérales, pelviennes d'un côté et extrapelviennes. Et encore une fois, celles qui vont intéresser particulièrement les médecins vasculaires, ce sont les afférences extrapelviennes, puisque c'est elles qui vont transférer le reflux pelvien vers les membres inférieurs et peuvent être ainsi des voies d'alimentation des varices des membres inférieurs. Dans la vraie vie, ces afférences pariétales extrapelviennes se présentent comme ceci. Et je vous propose un petit quiz pour les nommer. À bientôt. Donc je suis sûr que tout le monde a pu les nommer. Donc en fait c'est assez facile quand on réfléchit un petit peu. C'est-à-dire que ça c'est forcément la veine glutéale supérieure. Celle-ci passe par le trou obturateur, donc c'est la veine obturatrice. Celle-ci se dirige vers le périnée, c'est la veine pudendale médiale. Et il reste donc la glutéale inférieure. Et en passant le plexus sacral, qui n'est pas une afférence extrapelvienne. Pas d'état. Cette diapositive, juste parce que parfois dans les comptes rendus de phlébographie, on retrouve la notion dans les comptes rendus d'afférence antérieure et postérieure. Donc, à quoi correspondent-elles? Eh bien, les afférences postérieures, ce sont toutes les afférences pariétales pelviennes et les veines glutéales, puisqu'elles drainent des fesses. C'est assez logique que ce soit postérieur. Et évidemment, les afférences antérieures, ce sont toutes les autres, à savoir les afférences viscérales et toutes les pariétales extrapelviennes en dehors des veines glutéales donc. Cette diapo juste pour rappeler la valvulation du système iliaque interne. Donc d'après vous, quels sont les étages qui sont valvulés et les étages avalvulés? Eh bien, si les iliaques communes et internes sont dans la très grande majorité des cas avalvulés, toutes leurs afférences pariétales et viscérales sont potentiellement valvulées. À l'inverse, les plexus veineux pelviens sont tous avalvulés et nous l'avons vu, interconnectés. Et cela ne va pas être sans conséquence dans la varicose pelvienne. Donc nous allons voir maintenant le drainage spécifique de certains organes pelviens. Le drainage du vagin, il n'y a pas grand-chose à dire. Les plexus vaginaux se drainent directement dans les veines vaginales. Et pour Milka Greiner, il n'existe pas ou quasiment pas de pathologie isolée des veines vaginales, quand il y a bien sûr des varicoses vaginales importantes, mais elles sont toujours associées à une varicose utérine. Et on va comprendre tout à l'heure pourquoi. Le drainage de l'utérus est beaucoup plus intéressant. Il est double ce drainage, et nous avons vu tout à l'heure que le plexus supérieur était drainé donc par les plexus pompiniformes, puis par les veines gonadiques, alors que le plexus inférieur est drainé directement ou indirectement par les veines utérines. Le drainage veineux de la vulve est également très intéressant sur le plan hémodynamique, puisqu'il est également double, à savoir la partie antérieure de la vulve va être drainée par les veines pudendales latérales qui vont rejoindre donc la jonction saphéno-fémorale et le système iliaque externe via la veine fémorale commune, alors que la partie postérieure de la vulve va être drainée par les veines périnéales superficielles qui se drainent elles-mêmes dans les veines pudendales médiales qui sont donc
les afférences pariétales extrapelviennes de la veine iliaque interne. Et nous allons voir tout à l'heure que cette double disposition va intervenir de façon majeure dans ce qu'on appelle les points de fuite, donc à savoir les reflux d'origine pelvienne qui vont alimenter des varices des membres inférieurs. Ce schéma, dont les références sont indiquées, permet d'appréhender une notion très importante dans la varicose pelvienne, à savoir l'interconnexion des plexus des organes pelviens. On voit bien sur ce schéma qu'il est impossible de dissocier les plexus ovariens, utérins et vaginaux, et on comprend mieux pourquoi un reflux des veines gonadiques va alimenter forcément des varices paramétriales, mais également latéro-utérines, et que des varices utérines vont alimenter également des varices vaginales. Ces très jolis schémas de M. Netter sont là pour nous rappeler que ces plexus veineux pelviens sont au nombre de 4, à savoir le plexus rectal, vaginal, utérin et le plexus vésical. Donc nous venons de voir que tous ces plexus sont interconnectés et avalvulés, et la conséquence va être qu'un reflux veineux pelvien, quelle que soit son origine, quelle que soit l'aire d'où vient ce reflux, va pouvoir surcharger n'importe quelle autre aire veineuse pelvienne et éventuellement alimenter des varices d'un ou des deux membres inférieurs. Et s'il y a une seule notion à se rappeler de ce topo, c'est vraiment bien celle-ci. Et cette notion, nous allons maintenant l'illustrer par une forme anatomo-hémodynamique très fréquente dans la varicose pelvienne. Dans la très grande majorité des cas, l'origine du reflux est bien celui de la veine ovarique gauche. Ce reflux de la veine ovarique gauche va pouvoir alimenter une varicose latéro-utérine gauche. Cette varicose latéro-utérine gauche va pouvoir traverser l'utérus via les veines myométriales et les veines arquées pour rejoindre le réseau latéro-utérin droit et se drainer en partie par la veine ovarique contralatérale, la veine ovarique droite. Mais elle peut aussi se drainer non plus vers le haut, mais vers le bas, en utilisant par exemple une communicante utéro-pudendale. Cette communicante utéro-pudendale, comme son nom l'indique, va faire communiquer les veines utérines et une veine pudendale médiale, ici c'est la droite. Et cette veine pudendale va pouvoir alimenter une varicose du membre inférieur au latéral en passant par le périnée via ce qu'on appelle un point de fuite, un point périnéal que nous allons détailler plus tard. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait un reflux de la veine ovarique gauche qui a alimenté une varicose latéro-utérine gauche qui va se drainer en partie vers la veine ovarique contralatérale, mais qui peut également se drainer vers le pôle inférieur en passant par une communicante utéro-pudendale, puis la pudendale médiale, et va s'extérioriser par un point de fuite périnéal et alimenter une varice du membre inférieur ou latéral à la veine pudendale. L'origine pelvienne des varices des membres inférieurs est une notion très ancienne. Ça fait des décennies que l'on sait que les veines périnéales peuvent alimenter, avant tout traitement, un reflux tronculaire saphène, de la grande saphène, alors que la jonction saphéno-fémorale est continente. Et après traitement, en particulier après crossectomie et veinage long, traitement que l'on faisait avant, eh bien, ces veines périnéales pouvaient être à l'origine d'une récidive des varices des membres inférieurs. Et les connexions anatomiques directes entre les veines pelviennes et les varices fessières, vulvaires, inguinales et infinies des membres inférieurs ont été connues et ont été décrites lors d'une étude anatomique qui date de 1989 et qui avait été donc proposée par le docteur Lefebvre. Et bien sûr, plus récemment, beaucoup plus récemment, en 2004, Claude Franceschi nous a proposé une synthèse des différents points de fuite qui font alimenter donc les veines
extra-pelvienne et les veines des membres inférieurs. Et au risque de me répéter, les connexions entre le pelvis et les membres inférieurs vont forcément passer donc par les afférences de la veine iliaque interne, les afférences extra-pelviennes pariétales, à savoir les deux veines lutéales, la veine obturatrice et la veine pudendale médiale. Alors un point de fuite veineux d'origine pelvienne, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un flux inversé dans une voie anatomique de drainage. Alors, dit comme ça, je vous l'accorde, c'est pas très explicite, et c'est pourquoi on va prendre deux exemples pour essayer donc de voir ensemble ce que sous-tend cette formulation. Premier exemple, le canal pudendal. Ce canal pudendal s'appelait il n'y a pas si longtemps canal d'Alcock, et il y a pour le coup un peu plus longtemps le canal honteux. Juste un petit rappel anatomique, le canal pudendal donc, se situe à la paroi latérale de la fosse ischio-rectale au niveau d'un dédoublement du fascia du muscle obturateur. Nous allons refaire un petit peu d'anatomie veineuse fonctionnelle. Vous savez que la vulve a un double drainage. La partie antérieure de la vulve va se drainer via les veines labiales antérieures, alors que la partie postérieure va se drainer par les veines labiales postérieures. Et surtout, c'est que les veines labiales antérieures vont rejoindre les veines pudendales latérales et donc la jonction saphéno-fémorale, la fémorale commune et la veine iliaque externe. Alors que la veine labiale postérieure va se drainer, les veines labiales postérieures vont se drainer par les veines périnéales superficielles, vont passer par le canal pudendal pour aller se drainer vers la veine pudendale médiale, qui est donc, je vous le rappelle, une afférence pariétale extrapelvienne de la veine iliaque interne, et donc cette veine pudendale va se drainer dans la veine iliaque interne. Donc, le canal pudendal est bien une voie de drainage puisqu'elle draine les veines périnéales superficielles vers la pudendale médiale. Donc maintenant, imaginons qu'il y ait un reflux veineux iliaque interne qui va atteindre la veine pudendale médiale. Ce reflux va pouvoir, en traversant le canal pudendal, alimenter les veines périnéales superficielles et ou les veines labiales postérieures pour alimenter respectivement des varices périnéales ou des varices vulvaires. Donc ce canal pudendal, on l'a vu sur la diapo précédente, qui était en fait une voie de drainage. Quand le flux s'est inversé, cette voie de drainage est devenue un point de fuite. Et c'est bien donc une origine pelvienne qui a alimenté des varices extra-pelviennes, soit au niveau des membres inférieurs, soit au niveau des organes génitaux externes. Donc, le point de fuite, c'est bien une inversion de flux dans un substrat anatomique qui était initialement une voie de drainage. Et on voit ici que ces varices extrapelviennes d'origine pelvienne peuvent être très importantes, très dilatées. Et lorsque vous voyez des varices à la racine de la cuisse de ce calibre-là, il faut toujours rechercher donc un point de fuite soit périnéal, soit inguinal, on va le voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, cliniquement, il suffit de suivre, on arrive au périnée. De la même façon, ces varices vulvaires, souvent, lorsque vous interrogez la patiente, vous avez la notion au moment des grossesses de l'apparition de varices vulvaires. Soit le plus souvent, elles régressent, en tous les cas, en postpartum après la première grossesse. C'est un petit peu moins vrai après la deuxième et encore moins vrai après la troisième. Toujours est-il que le fait d'avoir eu des varices vulvaires au moment de la grossesse, même si elles ont régressé, c'est un point important parce que ça prouve qu'au moment de la grossesse, qui est un moment particulier sur le plan physiopathologique veineux, il y a eu pendant cette grossesse l'ouverture d'un point de fuite. Et donc, même si ce point de fuite s'est fermé en postpartum, ça veut dire qu'il y a probablement une certaine faiblesse à ce niveau-là. Toujours est-il que cette jeune patiente a exprimé un réel désir de prise en charge, d'une part parce que ces varices vulvaires peuvent être douloureuses lors de la position en orthostatisme prolongé,
c'est souvent des douleurs qui sont aggravées au moment des cycles. Ça peut être des douleurs au moment des rapports ou après le rapport. Et puis, il y avait une vraie... c'était vécu comme une vraie atteinte de l'image de soi. Et cette jeune patiente était très demandeuse d'une prise en charge thérapeutique. Et échographiquement, c'est assez impressionnant puisque cet écho correspond donc à cette image de la grande lèvre gauche. Et on s'aperçoit que la grande lèvre est remplie de dilatations veineuses. Chaque dilatation pouvait faire 6, 7, 8 mm. Et donc, on comprend assez facilement que, vu la stase veineuse au niveau de la grande lèvre, qu'elle puisse être symptomatique dans les conditions qu'on a énoncées tout à l'heure. Alors, ce point périnéal, ou point P, le point P donc a été nommé par Claude Franceschi, ce point périnéal, il exprime quel reflux? Eh bien, un point P est toujours l'expression, au minimum, d'un reflux de la veine pudendale médiale homolatérale. Par contre, l'origine du reflux de cette veine pudendale médiale est variable. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ce reflux de la veine pudendale médiale droite était alimenté en fait par un reflux de la veine ovarique gauche via des varices latéraux-utérines gauches qui se transmettaient via cette communicante utéro-pudendale. Donc, nous le reverrons plus tard, mais le reflux de la veine ovarique gauche est la cause la plus fréquente, l'origine la plus fréquente des reflux veineux pelviens, mais on peut imaginer tous les autres cas de figure, c'est-à-dire que la veine ovarique droite peut également être refluente, ça peut être les veines utérines, les veines obturatrices, enfin toutes les aires pelviennes, nous l'avons vu, peuvent alimenter n'importe quelle autre aire pelvienne dans la mesure où tous les plexus veineux pelviens sont connectés et non valvulés. Donc, nous venons de voir que le point périnéal exprime forcément un reflux de la veine pudendale médiale homolatérale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce reflux n'est pas obligatoirement complet. Je m'explique. Il peut débuter dès la partie proximale de la veine pudendale, mais il peut intéresser uniquement la partie distale, voire les tributaires encore plus distales situés dans le canal d'Alcock. Et c'est là où l'échodoppler est supérieur à la phlébographie dans le diagnostic positif de ces points de fuite superficiels, car en échodoppler, avec un petit peu d'habitude, on n'a pas de faux positifs. On peut passer à côté, on peut avoir des faux négatifs, mais lorsqu'on fait le diagnostic d'un point P, il existe. Par contre, si ce reflux est très distal, le radiologue interventionnel, lorsqu'il va cathétériser la veine, il va buter sur les valvules proximales continentes. Et donc, lorsque dans votre compte-rendu d'échodoppler, si vous avez donc décrit un point de fuite périnéale, il faudra que le radiologue interventionnel vous fasse confiance et force les premières valvules proximales tronculaires de la veine pudendale qui sont continentes pour aller pousser son cathéter en distalité et mettre en évidence donc ce reflux distal. Après le canal pudendal, nous allons revoir ensemble le canal inguinal, donc autre voie de drainage, et qui peut donc potentiellement devenir un point de fuite. Le ligament inguinal est un bon repère anatomique. Il débute donc à l'épine antéro-supérieure et suit une ligne qui va jusqu'à la symphyse pubienne. Le canal inguinal se situe à peu près à la moitié du ligament inguinal. Il va s'extérioriser au-dessus du ligament inguinal en dehors des vaisseaux fémoraux. Comme pour les grandes lèvres, le drainage veineux du mont de Vénus est double. Il peut se drainer soit directement via les veines pudendales latérales ou indirectement par les veines pudendales superficielles puis les veines pudendales latérales pour rejoindre le système iliaque externe. Ou sinon, les veines du mont de Vénus peuvent traverser le canal inguinal pour rejoindre les veines du ligament rond puis les veines utérines. Donc, le canal inguinal est bien une voie de drainage.
Maintenant, imaginons qu'il y a un reflux dans l'aire des veines utérines. Il va pouvoir se transmettre via la veine du ligament rond aux veines du mont de Vénus. Donc, ça va s'extérioriser par le canal inguinal. Et puis, accessoirement, ça peut donc se prolonger vers les veines périnéales. Donc, le canal inguinal, qui était bien une voie de drainage anatomique, par l'inversion du flux, est devenu un point de fuite, le point de fuite inguinal ou point Elie. Donc, ce reflux veineux pelvien qui va emprunter le canal inguinal va s'extérioriser à son orifice externe, à savoir, nous l'avons vu tout à l'heure, au-dessus du canal inguinal et en dehors des vaisseaux fémoraux pour venir alimenter éventuellement des varices des membres inférieurs. Donc, cliniquement, il est très important que lorsque vous avez des veines qui sont dilatées, non pas en dessous, mais au-dessus du canal inguinal, il faut absolument penser à un point de fuite inguinal. Et échographiquement, on va retrouver au-dessus du canal inguinal des images qu'on a l'habitude de voir, à savoir des veines qui sont dilatées, contournées et refluentes. Nous étudierons plus tard dans cette formation l'exploration des points de fuite et en particulier l'aspect direct de ce point de fuite inguinal. Mais même sans voir directement ce point de fuite, la présence d'un réseau veineux dystrophique dilaté, contourné, refluent au-dessus du ligament inguinal est pour moi un critère pathognomonique d'un point U, d'un point I refluent. Alors, le plus souvent homolatéral, mais parfois il faut se méfier, il peut être contralatéral. Et dans ce cas-là, donc ces veines du ligament qui sont situées au-dessus du ligament inguinal vont emprunter des varices suspubiennes pour venir alimenter des varices susinguinales contralatérales. Et rapidement, donc une cartographie d'une varicose qui était complètement non saphène, alimentée directement par un point I inguinal qui alimentait donc via un réseau dystrophique situé au-dessus du ligament inguinal, une varicose non systématisée de la face antérolatérale de cuisse, et puis qui allait alimenter donc des varices paratibiales et latéraux-postérieurs de jambe. Et ce point de fuite inguinal, donc, il exprime quel reflux pelvien? Eh bien, il traduit toujours la présence de varices latéro-utérines et qui sont, dans mon expérience, souvent très dilatées d'ailleurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces varices donc latéro-utérines peuvent être alimentées soit par une veine gonadique droite, gauche, ou des veines utérines droite ou gauche, ou les deux à la fois. Et nous arrivons tout doucement à la fin de ce topo, puisque après les veines gonadiques, les veines utérines, nous allons voir donc le troisième système qui draine le pelvis, à savoir les veines rectales. Et ce très joli schéma de Grey's Anatomy nous montre quoi? Il nous montre qu'il y a une veine rectale supérieure et des veines rectales moyennes et des veines rectales inférieures. La veine rectale supérieure va rejoindre le système porte, alors que les veines rectales moyennes et inférieures vont rejoindre le système cave, soit directement la veine rectale moyenne qui est une branche de la veine iliaque interne, et la veine rectale inférieure qui est une branche de la veine pudendale, et également donc une afférence de la veine iliaque interne. Et un organigramme pour fixer les esprits. Donc on retrouve la veine rectale moyenne qui est donc une veine viscérale pelvienne, alors que la veine rectale inférieure, nous l'avons vu, se draine dans la veine pudendale médiale, qui est donc une afférence extrapelvienne du système iliaque interne. Donc on imagine bien que lorsqu'il y a une varicose pelvienne, ça va pouvoir intervenir de façon pathologique au niveau du drainage des plexus rectaux. Et le drainage physiologique des plexus hémorroïdaires internes se fait vers la veine rectale supérieure, alors que les plexus hémorroïdaires externes se drainent vers les veines rectales moyennes et rectales inférieures. Donc, la veine rectale supérieure va rejoindre le système porte via la veine mésentérique inférieure, alors que la veine rectale moyenne est une afférence directe
pelvienne du système iliaque interne et la veine rectale inférieure, une afférence indirecte via la pudendale médiale du système iliaque interne. Et donc, bien sûr, tous ces plexus vont communiquer entre eux, ce qui fait qu'au passage, donc, ça réalise une anastomose portocave. Et maintenant, si selon les mécanismes physiopathologiques que nous avons vus déjà plusieurs fois, s'il existe un reflux dans n'importe quelle aire pelvienne qui va atteindre soit la veine rectale moyenne directement, mais le plus souvent la veine pudendale médiale, ces reflux donc d'origine pelvienne vont pouvoir se propager en distalité jusqu'au plexus hémorroïdaire, externe en particulier, mais aussi interne via les anastomoses, et donc être à l'origine d'hémorroïdes. Or, il est classique de dire qu'il y a deux origines dans les hémorroïdes, une origine pariétale et une origine artérielle via les nombreuses communications artério-veineuses qu'il y a au niveau des plexus hémorroïdaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains proposent d'emboliser les artères pour traiter les hémorroïdes. Eh bien, nous pensons, Milka Greiner et moi, qu'il pourrait y avoir une troisième voie, c'est l'insuffisance veineuse pelvienne qui pourrait générer également des hémorroïdes. Et c'est en partie probablement pour ça qu'au cours des grossesses, certaines femmes vont voir apparaître ou s'aggraver, bien avant le traumatisme de l'accouchement et des contractions, vont voir s'aggraver des hémorroïdes, probablement par l'intermédiaire donc de ces reflux veineux pelviens qui vont pouvoir s'extérioriser au niveau des plexus hémorroïdaires. Eh bien, que faut-il retenir de ce topo ? D'une part, c'est que l'anatomie veineuse pelvienne chez la femme elle est complexe et que nous n'avons pas le choix, il faut revoir notre anatomie. Et les deux points qui me semblent importants, c'est que, un, il faut bien connaître les branches pariétales extrapelviennes, puisque, vous l'avez compris, c'est ces branches-là qui vont transmettre les reflux veineux pelviens vers les membres inférieurs via les points de fuite que nous avons décrits, mais il en existe d'autres. Et deuxième notion, et probablement la plus importante, c'est que tous les plexus veineux pelviens sont viscéraux, sont connectés, interconnectés et avalvulés. Ce qui veut dire, car il paraît que l'enseignement c'est la science de la répétition, c'est qu'un reflux veineux pelvien, quelle que soit son origine, peut surcharger n'importe quelle autre aire veineuse pelvienne et surtout alimenter des varices du membre homo- et ou contralatéral. Et donc ce n'est pas parce qu'une varicose pelvienne est latéro-utérine gauche qu'elle ne peut pas alimenter des varices du membre inférieur droit. Cette diapo donc conclut ce topo et un grand merci à tous ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et nous allons nous retrouver donc dans la seconde partie en direct pour tenter de répondre à aux questions qui n'ont pas été résolues. À bientôt, merci. Thank you. Thank you, Philippe, for this very, again, interesting and quite complex presentation. If you have any questions, please write it in the Q&A section. Merci, Philippe. Donc, encore une fois, c'était brillantissime, et on a appris encore beaucoup de choses. Et que cette complexité doit aujourd'hui être mieux maîtrisée, de manière à pouvoir bien sûr bientôt attaquer bien la gestion de cette pathologie pelvienne, hélas assez invalidante et fréquente. Alors il y a une question déjà sur le chat, une question donc qui dit: quid des hommes? Pourquoi le prurite génital n'apparaît pas dans les symptômes de la classification que tu as donc présentée? There is a question now. What about men? Why the pruritus is not, let's say, listed in the sign of the classification named by Philippe? Je ne sais pas s'il faut relier les deux questions.
Je ne sais pas si les deux questions sont associées ou pas, j'ai du mal à comprendre. Alors, quid des hommes? Pourquoi je ne parle pas des hommes? Tout simplement parce que le sujet du topo, c'est la varicose pelvienne de la femme. Et que donc, si Sigvaris est d'accord, on pourra faire une autre session sur la varicose pelvienne de l'homme. Et donc, seconde question qui n'est pas forcément associée à la précédente. Pourquoi le prurit génital n'apparaît pas dans le symptôme de la classification? Eh bien, c'est parce que, en grande partie, je n'ai pas parlé de symptômes pour l'instant, puisque dans cette présentation qui va se faire sur plusieurs sessions, on suit une espèce de logique. On a commencé lors du premier épisode par la classification et on complète maintenant par l'anatomie. Et sans vouloir divulgacher, on va certainement, lors de la troisième session, finir l'anatomie et aborder les symptômes. Et peut-être qu'à ce moment-là, on parlera du prurite, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Okay, so regarding the answer, for men, in fact, this series is just dedicated to the women, so we're not talking about men. And regarding the symptoms and of course the pruritus, we are just now trying to go forward through the classification, the anatomic descriptions, and we'll see in the further episodes, we'll see all the signs and symptoms. So just be patient. Have you any other question regarding the topic of today? Please, if you want, you can just write it. Okay, so there is no question, Philippe. So I think that everything was clear. And again, we must work and try to remember all this interconnected and complex distribution to be able to treat and to, let's say, give a solution to these women in the future sessions. Hein, Philippe, donc je pense que il n'y a pas d'autres questions et donc il faut qu'on travaille sur cette complexe distribution que tu as présentée de manière à ce qu'on puisse, après l'avoir bien maîtrisée, prendre en charge de manière beaucoup plus, disons, directe, eh bien, la pathologie pelvienne de ces femmes qui souffrent, puisqu'on saura finalement sur quoi agir compte tenu des signes qu'elles vont présenter. Oui, c'est parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas, ça paraît très complexe comme ça, et puis en fait, on s'aperçoit que ce qui est surtout important, donc, en tous les cas pour le médecin vasculaire, c'est la transmission des reflux pelviens vers les membres inférieurs. Et donc, ça passe forcément, encore une fois, par ces afférences pelviennes, donc extra-pelviennes, pardon, ces afférences pariétales extra-pelviennes. Donc, voilà, une fois qu'on a bien ça en tête, c'est pas si compliqué que ça au niveau des points de fuite. Et les autres points de fuite que nous n'avons pas abordés, qui correspondent donc au drainage des veines, des autres veines extra-pelviennes pariétales, à savoir les glutéales et la veine obturatrice. On les abordera lors de la prochaine session, mais en sachant que ce n'est pas la même nature. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est ces deux points de fuite, inguinal et périnéal. Franceschi avait décrit un point de fuite spécifique, il avait nommé le point de fuite clitoridien. Nous sommes beaucoup à penser que ce point de fuite n'est pas un point de fuite autonome, mais correspond uniquement à un point de fuite pudendal très distal, parce qu'il se trouve que les veines bulbo-clitoridiennes se drainent dans la veine pudendale. Voilà pourquoi je n'ai pas abordé ce point de fuite clitoridien. Quoi dire d'autre puisqu'il n'y a pas de questions? Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était très clair ou très sombre. Ah, mais il faut que j'essaie de traduire ce que tu viens de dire. In fact, like Philip just tried to say that the complexity must be again well understood, because it's important now regarding all the pelvic reflex to understand the
lead points and their situations, extrapelvic, perineal, inguinal, and regarding, for example, the clitoris, and now the on the venous system is also linked to the epidental vein, and seeing that and knowing that, I think that everything must be well managed. J'essaie de traduire ce que tu viens de dire. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, non, 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 c'est vrai. Voilà, donc, et c'est vrai qu'il est important de... C'est compliqué, cette exploration, c'est probablement la plus compliquée en termes de vasculaire pour nous, en tant qu'explorateurs, parce que on n'a pas des critères, par exemple, la sténose carotidienne, c'est simple, on a des critères vélocimétriques, telle vitesse correspond à telle réduction de diamètre. Là, c'est beaucoup plus une sémiologie échographique interprétative. Bon, par exemple, si vous avez un reflux au niveau des plexus veineux latéraux utérins, si vous ne trouvez pas de reflux ovarique, ça va a priori être un reflux des veines utérines, parce que vous l'avez bien compris, le drainage de l'utérus, il est soit fait par les veines ovariques, soit par les veines utérines. Voilà ce genre de raisonnement qu'il faut avoir, et pour avoir ce genre de raisonnement, il faut avoir cette base anatomique. Okay, so for sure, yeah. So there is no simplicity as we have for regarding criteria for stenosis. It's easier to establish, but this again, this semiological exploration must be well interpreted regarding, of course, the analysis of all these reflex to establish the origin of the disease. So it's mandatory to know the anatomy of this region to be able to again define the right diagnosis. So for sure, this two episodes regarding classification, regarding the description of the anatomy, are very important to be able to again to benefit from the other episodes. So you have to again know all this data, and now that you have to work for sure. Hein, il faut qu'il bosse maintenant, qu'il possède vraiment tous ces critères que tu as dit dans ces deux épisodes, de manière à pouvoir suivre et surtout bénéficier encore une fois des prochaines présentations, et pouvoir être de bons gestionnaires de cette varicose pelvienne. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Philippe, avant qu'on se quitte? Non, je pense que on a fait le tour sur le plan anatomique, et encore une fois, on va peut-être, je compléterai la prochaine fois, parce qu'en faisant ce topo, je me suis aperçu qu'il y avait des notions de... Là, on a parlé de points de fuite, et parfois il y a des fuites directes. Enfin, donc c'est un sujet qu'on abordera, et on complétera un petit peu l'anatomie la prochaine fois, et on abordera, pour répondre à la précédente question, les symptômes. Okay, so next time we'll again go further and go forward and to give other explanation regarding the complexity of this anatomic approach, and we'll see, of course, all the clinical manifestation related to that reflex and that let's say disease, and so don't worry. We're going to go, let's say, step by step in that deep learning related to varicosis and the pelvic situation. So be patient and, of course, work, and we share science, the future episodes. So see you next month. Delphine?
Just give Oui. us the information for the next sessions. Thank you. Déjà, merci beaucoup à tous les deux pour ce deuxième épisode. Et donc, s'il vous a plu, ben, rendez-vous donc pour notre troisième, qui aura lieu donc dans un mois. Ce sera le jeudi 6 mars et on reste sur ce timing de 13h à 14h. Donc, à bientôt. Thank you, Dr. Lemal. Thank you, Professeur El Alami, for this second episode. And if you like it, meet for the third one that will take place in a month on Thursday, 6 March at 1 p.m. See you soon. Merci.